Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe et pour l'été de tous les changements institutionnels. En effet, en juin dernier, les électeurs européens ont envoyé ici au Parlement de Strasbourg 720 nouveaux eurodéputés. Eux-mêmes ont désigné la présidente de cet hémicycle en la personne de la Maltaise Roberta Metsola, issue du Parti populaire européen, à la droite de l'hémicycle, donc avec un très large vote des 2/3. Et puis, le 18 juillet, c'était au tour de l'Allemande Ursula von der Leyen, toujours du Parti populaire européen, de recevoir l'aval des eurodéputés avec un vote 401 voix pour, 284 contre. Voici le résultat du vote. Nombre de députés votants, 707. Majorité du Parlement, 360. Vote pour, 401. Je dois vous témoigner toute ma gratitude pour la confiance que m'a témoignée la majorité du Parlement européen. 401 voix pour. La fois dernière, j'avais 8 fois de plus que la majorité nécessaire. Cette fois, c'est 41 voix de plus, donc le score est bien meilleur. Cela envoie un message très fort de confiance et je crois que c'est une reconnaissance aussi du travail que nous avons mené à bien au cours de la législature précédente. Nous n'avons pas ménagé nos efforts, nous avons dû naviguer en eau trouble et nous avons réussi à maintenir le cap en Europe, sur notre navire européen. Un vote confortable, donc c'est l'une des nouvelles figures de l'Union européenne désignées par les chefs d'État et de gouvernement. On regarde ces 3 nouvelles figures, visage donc de l'exécutif. Ursula von der Leyen, reconduite à la présidence de la Commission européenne. Le socialiste portugais Antonio Costa, nommé à la tête du Conseil. Et l'Estonienne Kaja Kallas au poste de chef de la diplomatie. Un consensus établi à huis clos entre 6 dirigeants européens, dont la France et l'Allemagne, qui avait déclenché la colère de la chef du gouvernement italien. Certains prétendent décider pour tout le monde, aussi bien pour ceux qui se trouvent dans le camp politique opposé que pour ceux des nations considérées comme trop petites pour être dignes de s'asseoir aux tables qui comptent. Giorgia Meloni n'est pas la seule irritée par la méthode. Le Premier ministre hongrois, également très critique, parle d'un procédé honteux et dénonce la non prise en compte de la poussée des ultra-conservateurs dans les urnes lors des élections européennes. Alors l'entrée en fonction de ces nouvelles têtes de l'Union européenne et de toutes les institutions renouvelées aura lieu pour la fin de l'année 2024. Chacun des 27 commissaires sera auditionné dès la rentrée par le Parlement et la Commission européenne devra être approuvée dans son ensemble par un vote. Sous la précédente mandature, de nombreuses directives importantes pour l'avenir ont été votées dans un contexte de crise multiple. Rappel tout de suite des faits avec Sophie Samaï. En 5 ans, le Parlement et le Conseil européen ont vu passer des centaines de propositions de loi. 2020, année Covid, quelques mois seulement après le début du mandat, les eurodéputés doivent s'adapter. En distanciel, les décisions de l'Union européenne tournent essentiellement autour de la crise sanitaire. Fin juillet, un plan de relance exceptionnel est mis sur la table. 750 milliards d'euros sont mobilisés pour relancer l'activité économique post-Covid. En 2021, la crise sanitaire s'atténue et l'Union européenne peut à nouveau se concentrer sur l'un des objectifs majeurs de cette législature, la protection de l'environnement. En juillet 2021, la loi européenne sur le climat, élément clé du pacte vert, entre en vigueur 1 mois après son adoption par le Conseil. Un texte ambitieux visant à faire de l'Union européenne un acteur mondial de premier plan dans la lutte contre le changement climatique. Les pays de l'UE sont désormais tenus d'atteindre les objectifs climatiques à l'horizon 2030 et 2050. Mais début 2024, la grogne des agriculteurs met certains textes du pacte vert sur pause. Remaniée, la loi sur la restauration de la nature est adoptée in extremis. Les pays de l'Union européenne devront donc restaurer au moins 30% des habitats naturels en mauvais état d'ici 2030 et 90% d'ici 2050. En 2022, le conflit entre la Russie et l'Ukraine contraint à nouveau le Parlement à des mesures d'urgence. Paquet de sanctions envers la Russie, 98 milliards d'euros d'aide pour l'Ukraine et ouverture d'une procédure d'adhésion rythment le quotidien des eurodéputés.
Enfin, dernier grand texte de cette mandature adopté le 10 avril dernier, le pacte Asile et Migration. Ce texte durcit le contrôle des arrivées de migrants dans l'Union européenne, prévoit un système de solidarité entre États membres pour l'accueil des demandeurs d'asile et assure la création d'un mécanisme spécifique en cas de crise migratoire. La réforme ne sera mise en place que durant la prochaine mandature, en 2026. Dans les urnes, en juin dernier, les Européens ont manifesté leur envie qu'on réponde à leurs besoins. Avec la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine, les prix s'étaient envolés à des niveaux records de 10% d'inflation en octobre 2022. Un chiffre qui a été divisé par plus de 4 aujourd'hui. Mais la question du pouvoir d'achat reste centrale. La jeunesse européenne est très inquiète de l'envolée des prix de l'immobilier qui ont grimpé de 1,4% cette année. Une thématique déterminante dans la campagne pour les élections en Irlande, comme nous le montre tout de suite ce reportage signé Clovis Casali. Revenue vivre chez ses parents durant la crise du Covid, Nive, 28 ans, n'est jamais partie. Elle n'a pas les moyens. J'aimerais pouvoir emménager quelque part avec mon compagnon, mais ce n'est malheureusement pas possible. Je dois repousser ou reconsidérer beaucoup de décisions de vie parce que la base de tout, c'est d'avoir un toit à soi. 2 tiers des Irlandais de moins de 30 ans habitent encore chez leurs parents. Nive travaille dans le secteur de l'éducation et envisage de s'expatrier dans un autre pays européen, comme plusieurs de ses amis. Ce serait facile de dire je déménage car c'est mieux à l'étranger. Rester, c'est choisir la difficulté. Elle a grandi à Enfield, une petite ville à 40 km de Dublin. Les champs où elle jouait ont été remplacés par des logements. Les prix de l'immobilier ont flambé ces dernières années. Ce professeur d'université est un spécialiste du logement. Il nous a donné rendez-vous devant un lotissement flambant neuf en grande banlieue de Dublin. Financé en partie par des fonds étrangers, rien n'est à vendre. Ils louent à des prix astronomiques, comme 1 900 € par mois pour un appartement de 2 chambres. Il y a un nombre énorme d'expulsions. L'année dernière, 15 000 foyers ont été expulsés à travers le pays. Ces gens n'avaient rien fait de mal. Leurs propriétaires voulaient juste louer plus cher à d'autres qui pouvaient payer. Établie par le gouvernement, une commission sur le logement appelle à un changement radical de stratégie. Son rapport récent pointe un déficit de 250 000 logements en Irlande et en particulier des habitations à un prix abordable. L'autre grand thème central pour les Européens, c'est bien sûr le soutien à l'Ukraine qui n'a pas faibli. Sauf que la présidence tournante du Conseil de l'UE a échu à un certain Viktor Orban, le Premier ministre hongrois populiste et nationaliste qui cultive l'ambiguïté. Ainsi, dans la première semaine de sa présidence, il était tour à tour à Kiev et à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine. En attendant, c'est vrai qu'en 2 ans et demi de guerre, l'Union européenne et ses États membres ont fourni plus de 107 milliards d'euros pour venir en aide à l'Ukraine et à sa population. Luc Brown est allé découvrir ces projets de reconstruction financés par l'Union européenne. Une opération des amygdales sur un enfant, une intervention ordinaire, mais à Lviv, elle n'est pas si courante. Désormais, grâce aux fonds européens, l'équipe chirurgicale dispose d'un nouveau matériel. C'est plus sûr pour les enfants, plus précis pour les enfants. Et nous pratiquons une chirurgie plus moderne. Grâce à cela, nous disposons d'un très bon équipement. Cet hôpital a reçu 1,5 million d'euros du programme européen Interreg. Avec cette chirurgie moins invasive, 2 fois plus de patients peuvent être traités et la convalescence est plus courte. Notre système médical est prêt à rejoindre l'Union européenne et à travailler sur un pied d'égalité avec les médecins européens. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une aide technologique et d'équipement. En Ukraine, les projets transfrontaliers de la politique de cohésion de l'UE ont été initiés pour la plupart avant la guerre, mais désormais ces financements européens sont essentiels dans la reconstruction du pays. Irpin, les combats qui s'y sont déroulés ont détruit plus d'un logement sur 2. C'est le cas de l'appartement d'Andrei. Ici, des fonds européens lui ont permis de réparer le toit et les murs extérieurs. Le reste est à sa charge. Quand on voit la moitié de sa maison dans un état si épouvantable,
Quand elle s'est effondrée, brûlée, eh bien oui, cela m'a conduit à une certaine période de dépression. L'appartement d'Andriy a fait partie d'un programme qui a bénéficié de 25 millions d'euros de l'UE. Au total, des centaines d'immeubles endommagés vont ainsi être rénovés. Une aide au retour à la maison pour près de 38 000 familles ukrainiennes. C'est l'aide de l'Union européenne qui a reçu des fonds pour la restauration des maisons, pour la restauration de l'Ukraine. Cela va permettre de contribuer au retour des réfugiés qui se trouvent en Europe, dans leur foyer, dans leur famille, dans leur mère patrie. L'invasion russe a aussi affecté de nombreuses infrastructures civiles. L'UE a promis 100 millions d'euros pour réparer les écoles ukrainiennes et permettre le retour en classe de 20 000 élèves. Cette école a été occupée par les troupes russes pendant plus d'un mois en mars 2022. Ici, les fonds européens ont servi à réparer les couloirs et les salles de classe. Nous disons toujours aux enfants, regardez les enfants, voyez comment nous recevons du soutien de l'extérieur. Nous comprenons très bien que cet argent pourrait aussi être investi dans le développement de la culture et de la civilisation dans chaque pays européen, mais ils l'investissent plutôt chez nous. Nous sommes donc très reconnaissants. Les fonds de l'UE ont également contribué à transformer l'ancien dépôt de charbon en sous-sol en abri anti-bombe. 200 élèves peuvent continuer à étudier, même lorsque retentissent les sirènes. Même si les lumières s'éteignent, les enfants ont toujours un endroit pour recharger leur téléphone portable, car il y a ici une alimentation autonome. Et ça ajoute le sentiment de confort, de stabilité, pour qu'ils aient le sentiment que tout va bien. Plus d'une centaine d'abris dans des écoles ont ainsi été aménagés. Fin décembre, Bruxelles a donné son feu vert à l'ouverture de négociations en vue d'une adhésion. Un message clair de soutien à Kiev alors que l'Ukraine entame sa 3e année de guerre totale avec la Russie. Alors que la Finlande et la Suède sont entrées dans l'OTAN pour mieux se protéger, l'Est de l'Europe reste très inquiet de l'expansionnisme de Vladimir Poutine. Ça n'est d'ailleurs pas un hasard si les Européens ont confié leur diplomatie à une dame de fer, Kaja Kallas, venue d'Estonie. Ce petit pays balte est l'objet de nombreux efforts de déstabilisation russe, violation de l'espace aérien, campagne de désinformation, cyberattaque, brouillage des signaux GPS. Il consacre donc 3% de son PIB à la défense et se prépare activement à une invasion avec des civils très motivés, comme nous le montrent Johan Baudin et Luc Brown. 8 h du matin, un dimanche d'avril, dans une forêt du centre de l'Estonie. Notre compagnie effectue actuellement des procédures d'évacuation sanitaire parce que nous avons eu des victimes. Drones, fusils d'assaut et lance-missiles. Ils ont repoussé la veille leur ennemi. Leur tâche, défendre leur district, leur bois, leur village. Ils sont une centaine de miliciens, hommes et femmes. Face à eux, une troupe d'élite, des légionnaires parachutistes français, présents en Estonie dans le cadre du renforcement du flanc est de l'OTAN. On est quand même assez impressionnés par le niveau qu'ils ont acquis. Ce sont des civils qui, le week-end, donnent de leur temps pour s'entraîner au combat et sur le combat sur les arrières, donc ce ne sont pas les soldats professionnels. Dans cet exercice conjoint à balles à blanc, les Français jouent le rôle des Russes. Les Estoniens sont submergés. Avec son armée de 5000 professionnels face à un ennemi potentiellement bien supérieur en nombre, le pays compte sur la mobilisation de ses bénévoles en cas d'invasion. La Ligue de défense estonienne, 30 000 volontaires qui se tiennent prêts à défendre leur pays sur leur temps libre. Nous devons défendre nos familles. Nous avons vu ce qui s'est passé en Ukraine. Nous devons être prêts, il n'y a pas d'autre option. J'ai 4 enfants et c'est un week-end. Les gens normaux passeraient leur week-end avec leurs enfants à faire autre chose. Mais nous faisons ça parce que nous le devons. À cause de notre voisin, pas si gentil que ça à l'Est. Maintes fois envahie par ses puissants voisins, l'Estonie conserve un souvenir douloureux de sa dernière occupation par les troupes soviétiques. Des dizaines de milliers d'Estoniens ont alors été déportés. Pour garder sa souveraineté et son indépendance, le pays mise aujourd'hui sur la mobilisation de sa population et les alliés européens et otaniens. Alors avec un tandem franco-allemand très affaibli par les dernières rounds d'élections, quel sera l'avenir de l'Union européenne
Quelle impulsion pour un second mandat d'Ursula von der Leyen, avec une majorité pro-européenne qui recule évidemment au Parlement face à la progression des groupes populistes et eurosceptiques. Sophie Samaï détaille pour nous les défis de la prochaine législature. Alors que l'actuel financement pluriannuel de l'UE arrive à échéance en 2027. Il faudra donc trouver de nouvelles idées et de nouvelles ressources propres pour financer la transition écologique, la réduction des inégalités ou encore le renforcement des politiques communes. Face à l'incertitude des élections américaines et à la multiplication des conflits aux portes de l'Europe, les questions de sécurité et de défense seront aussi rapidement mises sur la table. En cas de distanciation des États-Unis vis-à-vis de l'OTAN, l'Union européenne devra plus que jamais revoir sa capacité d'autonomie stratégique. Quelques mois à peine après l'approbation du pacte Asile et Migration par l'actuel Parlement, le travail ne fait que commencer pour les députés européens. Ils devront le mettre en application dès 2026 et surtout s'organiser pour l'accueil des réfugiés, mais aussi peut-être continuer à signer des partenariats avec des pays tiers pour la rétention des migrants sur leur sol. Enfin, sujet autrefois mis de côté, l'élargissement européen est revenu sur le devant de la scène internationale depuis le début de la guerre en Ukraine. Plusieurs pays, dont l'Ukraine et la Géorgie, ont récemment obtenu le statut de candidat officiel, portant à 9 le nombre de postulants dans l'antichambre de l'Union européenne. La mandature 2024-2029 sera-t-elle celle d'une Europe à plus de 27 ? Voilà, beaucoup de pain sur la planche pour les 720 nouveaux députés européens qui entament leur rentrée le 2 septembre prochain. Nous serons bien sûr là pour les suivre. En attendant, très bel été à tous.